Je remercie Clémence et le comité d'organisation de m'avoir invité à vous parler d'intelligence artificielle. Donc, dans l'intelligence artificielle, on distingue deux courants. Il y a l'approche symbolique qui a été très développée jusque dans les années 80-90. C'est l'ère de la programmation informatique, les systèmes experts et le codage informatique. C'est une technique qui a donné d'excellents résultats, mais avec une programmation qui est très fastidieuse pour les informaticiens. À partir des années 90, l'approche statistique a été développée avec l'apparition des systèmes d'intelligence artificielle qui va apprendre par lui-même à reconnaître des schémas et à extraire par lui-même des données qui vont être capables de donner des résultats avec une prédiction très importante, très fiable, sans programmation explicite. Donc c'est l'intelligence artificielle qui va définir les caractéristiques pour arriver au résultat. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Pour faire une comparaison, par exemple, par rapport à l'apprentissage de la lecture, l'approche symbolique, c'est l'apprentissage de la lecture par la méthode syllabique, BA égale BA, et l'approche statistique, c'est la méthode globale. Alors on sait chez nos enfants que cette méthode globale, elle a été très décriée, elle n'a pas donné d'excellents résultats, mais en termes d'informatique, ça nous a permis des gains très significatifs et une avancée majeure grâce à deux éléments. L'apparition des big data, c'est-à-dire des bases de données très fournies qui ont permis d'entraîner les ordinateurs et des ordinateurs de plus en plus puissants avec des capacités de mémoire énormes et des microprocesseurs très rapides. Donc, une sous-unité de l'apprentissage automatique, c'est ce qu'on appelle le deep learning, c'est l'apprentissage profond. Ce deep learning, il utilise des algorithmes qui sont des systèmes d'analyse mathématique statistique qui simulent les réseaux de neurones, on appelle ça des réseaux de neurones artificiels, qui vont permettre des analyses de l'image avec donc une analyse statistique en grade. Donc, par exemple, cet exemple, ce qui est important, c'est d'avoir un jeu de données à noter. C'est-à-dire qu'on a toute une série de photographies de bananes. On spécifie à l'ordinateur que ces photos sont des bananes. On va passer au travers de l'algorithme de nombreuses photos pour l'entraîner à reconnaître des bananes. Et le système d'intelligence artificielle va définir les caractéristiques qui permettent de dire que c'est une banane grâce à des filtres mathématiques, statistiques qui vont analyser l'image de façon très progressive, avec donc des jeux de données à noter, des bases de données qui vont entraîner l'algorithme. Donc il y a toute une série de données qui sont utilisées pour l'entraînement, une série de données à noter qui vont être utilisées pour la validation des résultats, pour s'assurer que l'algorithme reconnaît bien l'image. Et on va pouvoir, grâce à des pondérations mathématiques, affiner la prédictibilité du résultat. Et on arrive finalement à une intelligence artificielle qui est capable de reconnaître n'importe quelle banane, même s'il ne l'a pas déjà vue. Par contre, il va être incapable de dire qu'une pomme est une pomme si vous ne l'avez pas entraînée. Il vous dira qu'une pomme n'est pas une banane. Il y a un effet qui est difficilement appréhensible pour nous, c'est qu'il y a un effet dit de boîte noire. C'est qu'à la fin, on ne sait pas vraiment comment l'intelligence artificielle a réussi à définir qu'une banane était une banane, même si le résultat est vrai. Il y a un autre élément qu'on a noté, c'est que ces systèmes d'analyse nous permettent d'identifier des choses que nous ne sommes pas capables de voir. Par exemple, sur l'analyse du fond d'œil, si vous donnez comme donnée d'entrée une image du fond d'œil avec une pathologie, mais que vous dites également le sexe, l'âge du patient, s'il est fumeur, à la fin, l'intelligence artificielle, l'algorithme va pouvoir vous dire sur un fond d'œil quel est le sexe du patient, quel est son âge avec une marge d'erreur très, très faible, et par exemple s'il est fumeur. Donc ça va nous permettre d'analyser des choses qui ne sont pas perceptibles pour nous. Donc le champ d'application en ophtalmologie a tout d'abord concerné le dépistage de la rétinopathie diabétique. C'est un fléau mondial. On sait que le dépistage est très efficace pour traiter les formes potentiellement cécitantes. Et le dépistage est assez fastidieux parce qu'on sait bien que 3/4 des patients dépistés n'ont pas de rétinopathie diabétique. Donc c'est très chronophage pour dépister peu de cas. Et surtout, on avait à notre disposition d'énormes bases de données à noter déjà disponibles, notamment grâce à tous les systèmes de téléophtalmologie et dépistage par rétinophoto non mydriatique. Et en 2018 est arrivé sur le marché le premier
outil médical utilisant l'intelligence artificielle. C'était l'IDXDR qui a été approuvé par la FDA en 2018 et qui permet un dépistage par intelligence artificielle autonome de la rétinopathie diabétique. Depuis, il y a un autre algorithme qui a obtenu l'agrément FDA et plus d'une dizaine d'algorithmes qui ont obtenu le marquage CE, avec notamment le petit français qui s'appelle Oftail, qui est développé par une start-up qui s'appelle Evolucare. Donc la plupart des algorithmes dépistent la rétinopathie diabétique, le glaucome et la DMLA. Et le plus souvent, c'est des solutions sur le web avec une transmission des images et une analyse extrêmement rapide. Donc les résultats sont excellents en termes de sensibilité. On voit que, quels que soient les algorithmes, on a plus de 97% de diabétiques dépistés grâce à ces algorithmes d'intelligence artificielle avec une bonne spécificité. Une étude publiée dans le Lancet Digital Health a montré que, en données de vraie vie, les algorithmes d'intelligence artificielle ont également une excellente sensibilité, avec une sensibilité équivalente, voire même supérieure aux spécialistes de la rétine. Donc, Oftail, il est actuellement disponible. Il est possible de faire un petit test gratuit sur 5 rétinophotos. Et après, on peut acheter un abonnement avec un volume de données analysables ou acheter un abonnement mensuel, même pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle. Donc là, je l'ai testé pour vous. Donc c'est assez simple. On fait glisser les rétinophotos du patient. Et en moins de 3 secondes, on a une analyse. Donc assez précise. Donc là, on a 100% de prédictibilité de rétinopathie diabétique à un stade supérieur à une non proliférante minime. C'est le cas de cette patiente qui a des hémorragies en taches dans les 4 cadrans. Il le classe probablement en rétinopathie sévère. Donc il dit qu'il y a 63% de risque que ce soit une sévère, 36% que ce soit une modérée, et la présence d'un œdème maculaire. Donc c'est la même chose pour l'autre œil. C'est assez bluffant. Alors, il y a une analyse de la qualité des photos qui nous dit que les photos sont interprétables avec une bonne qualité. Donc, positif, la rétinopathie adressable. Il la classe en sévère des deux côtés, œdème maculaire. Alors là, l'algorithme, il est un peu mis en défaut. Il détecte des drusen, alors qu'on sait, nous, que ce sont des exsudats. Donc il y a probablement des améliorations à apporter, mais l'objectif est atteint, le patient est dépisté, il est positif, il a nécessité d'être adressé à l'ophtalmo. Il détecte qu'il n'y a pas de glaucome. L'intelligence artificielle va aussi très rapidement compléter nos appareils OCT. On sait, comme l'a dit David Sayag, que le fluide est un biomarqueur d'activité de nombreuses pathologies maculaires, notamment la DMLA, et qu'on a à notre disposition une analyse essentiellement qualitative. Donc on a tous dans notre dossier nos petites annotations, DSR++, lame de DSR, micro-DSR, augmentation du DSR, mais finalement, ce liquide, on ne sait pas le quantifier. L'épaisseur centrale fovéolaire, ça nous donne un chiffre, mais c'est très peu fiable parce qu'on sait qu'en fonction de la localisation, comme vous l'aviez très bien expliqué, on n'aura pas les mêmes facteurs pronostiques. Donc là, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont développés pour quantifier le volume du fluide et le localiser en fonction des couches. Donc il y a l'équipe d'Ursula Smitherford qui a développé le RetinSight Fluid Monitor et des équipes israéliennes qui ont développé le Notal OCT Analyzer avec avec un développement assez important des home OCT pour le suivi des patients à domicile. Donc, en mai 2022, il y a le marquage CE du RetinSight Fluid Monitor et il va être très prochainement accessible sur les OCT Heidelberg et avec un partenariat également avec Topcon. Donc, il permet de quantifier le fluide, de donner des cartographies en fonction de sa localisation. Est-ce que le fluide est en intrarétinien, en sous-rétinien ou sous l'épithélium pigmentaire, et de donner une quantification chiffrée en nanolitres de ces fluides, ce qui va permettre des comparatifs au fur et à mesure du suivi.
Donc l'intelligence artificielle, elle est déjà présente, hein, et elle ne va pas cesser d'augmenter. Les défis de demain, c'est de définir des facteurs prédictifs. Il a déjà été montré que l'intelligence artificielle pouvait nous guider, nous orienter sur les patients qui auront moins besoin que d'autres d'injection. Sur des critères au moment du diagnostic ou après une réponse initiale aux premières injections. Elle va nous permettre de mieux évaluer le risque de bilatéralisation de la DMLA et le risque d'évolution de la rétinopathie diabétique, comme Adélaïde nous en a parlé, l'étude EVIRED qui est réalisée par la PHP, le CHU de Brest et une unité INSERM. Tout ça pour arriver à une analyse multifactorielle pour aboutir vers une médecine plus personnalisée. Enfin, l'IA va intégrer aussi tout le champ de l'administration et alléger le fardeau administratif. Voilà. Enfin, il reste quand même quelques problématiques, dont l'effet boîte noire, c'est un élément quand même difficile à accepter. Il va falloir progresser sur l'explicabilité des résultats pour obtenir une adhésion des praticiens et des patients à l'intelligence artificielle. Donc il y a des heatmaps, notamment comme en radiologie. L'intelligence artificielle va nous surligner les éléments qui vont amener au diagnostic. L'intelligence artificielle, elle progresse beaucoup plus vite que la législation. Donc on va tendre vers des labels garanties humaines de l'intelligence artificielle pour garder la main sur ces technologies nouvelles. Il y a un gros champ, un élément important, c'est la sécurisation des données de santé et quid de la responsabilité juridique des systèmes dits autonomes qui resteront quand même très probablement sous notre autorité. Voilà, donc en conclusion, j'avais quand même bien travaillé, donc je me suis dit que j'allais demander à ChatGPT de faire ma diapo de conclusion, et je lui ai demandé comment l'intelligence artificielle allait modifier nos pratiques, et il m'a répondu qu'en tant qu'IA, il ne pouvait pas prédire l'avenir avec certitude, mais que très probablement, il permettrait un diagnostic plus précoce, une personnalisation des traitements et un suivi plus efficace des patients. Alors ça m'a un peu inquiétée, alors je lui ai dit de me faire une petite conclusion rassurante et avec un peu d'humour, et il m'a dit que même si l'intelligence artificielle progressait, nous pourrions nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux, prendre soin de nos patients avec expertise et une humanité inimitable, et que nous resterions le seul à tendre une main amicale et un sourire réconfortant à nos patients. Alors je ne sais pas si c'est très rassurant, c'est parfois quand même un peu inquiétant. Merci Sophie pour ce sujet. Ta conclusion est extraordinaire. Et c'est vrai que tu ouvres cette boîte de Pandore qu'on n'a pas totalement contrôlée. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la seule boîte française d'Opta AI que j'ai utilisée, j'ai le même problème que toi avec des Drusen et des DMLA partout qui clignotent. Je crois que les Autrichiens Retina Insight sont en avance. Mais tu as montré sur un tableau tous les processus qui existent. Mais finalement, le monde est assez prudent parce que l'agrément, il a été autorisé qu'à deux protocoles. Les Américains sont beaucoup plus frileux que les très Européens. Frileux. Donc là, ils ont été très développeurs. Ils ont freiné. Et aujourd'hui, en 2023, il n'y a que 2 qui ont l'agrément, dont un depuis 5 ans. Et les autres ont été tous bloqués. Donc j'ai l'impression qu'ils font une petite marche arrière philosophique. Oui, c'est sûr. Oui, probablement. Juste une petite question bête. Est-ce qu'il y a une cotation dessus ? Ah non, il n'y a pas de cotation. Non. Ouais. Ah oui. On va en faire une pour toi. On va en faire une.